Je vous propose de passer au premier thème, en fait, un peu applicatif, qui porte sur le sujet de la computer vision. Et là, je vais donner la parole à Anis Acherar, qui est doctorant à Sorbonne Université et qui travaille sur les données de l'entrepôt de données de santé de la PHP. Voilà, pour une présentation vision par ordinateur et segmentation d'images. Donc Anis, je te donne la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Anissa Chérard et je vais vous présenter ma partie qui va aborder un peu plus tout ce qui est imagerie. Par contre, j'ai pas accès au diapo pour l'instant. Hop, c'est bon. Ok, tout en introduisant mon projet de thèse qui porte sur la détection et l'identification de plasmodium sur des images microscopiques. Donc cette thèse est dirigée par le professeur Renaud Piarou, qui est chef de service du laboratoire de parasitologie et mycologie à la Pitié-Salpêtrière et co-encadré par le professeur Xavier Tanier de Sorbonne Université. Donc, brièvement, je vais essayer d'introduire un peu le contexte et la problématique liée au cœur de notre sujet qui consiste à détecter et identifier des plasmodiums. Donc, un plasmodium, c'est un genre de parasite responsable du paludisme qui fait environ plus de 400 000 morts chaque année dans le monde. Donc, en France, on parle principalement de paludisme d'importation, on recense environ 5 000 cas par an. Et donc, en termes de diagnostic microscopique, on fait ce qu'on appelle un frottis sanguin, qui consiste à étaler une goutte de sang sur une lame et de la lire au microscope. Donc, c'est la technique de référence qu'on fait pour diagnostiquer un paludisme. Donc, l'objectif ici, dans l'image que je vous propose de voir, là, c'est d'identifier. Ah, pardon, je voudrais juste revenir. C'est d'identifier parmi un ensemble de globules rouges représentés ici en gris, avec des globules blancs de texture un peu plus grosse et un peu plus hétérogène en violet et de petites plaquettes. Donc l'objectif du biologiste, c'est d'identifier des hématies comportant les plasmodiums que vous voyez un peu plus en détail à droite, avec une forme en anneau bien caractéristique. Donc l'idéal, ce serait de différencier ce type d'hématies parasitées parmi un ensemble d'hématies pouvant comporter des taches de colorant ou encore des plasmodiums un peu plus complexes à diagnostiquer ou à identifier. Donc ce diagnostic nécessite une certaine expertise biologique, donc on doit former des gens. C'est un diagnostic urgent qui doit être établi dans un délai maximum de 2 heures à compter de la réception du tube du patient. Donc le pronostic vital du patient est en jeu. Donc on se pose quatre questions principales, pardon, l'infection, quelle espèce, la charge parasitaire qui a un besoin clinique important, et le stade parasitaire. Diapo suivante. Donc là, pour entrer dans une démarche un peu plus technique, de manière à aborder le projet d'un point de vue informatique, imagerie et IA. Donc le premier problème est un problème de traitement d'image. Donc si vous remarquez bien, on a des images qui peuvent être hétérogènes. Donc différents labos peuvent utiliser des colorations différentes, des objectifs différents, microscopiques. Donc ça nécessite pas mal de pré-traitement finalement au niveau de la réduction de bruit, normalisation qu'on va aborder un peu plus après, de manière à extraire de premières régions d'intérêt qui va nous intéresser ici, c'est le champ de détection et de lecture microscopique, là où on a une représentation des hématies, de manière à pouvoir les segmenter. Donc, on est dans le deuxième module d'apprentissage supervisé, où là, un processus de diversité morphologique et biologique va intervenir dans notre processus de classification, où on se pose la question de l'infection notamment. Est-ce que c'est infecté, positif, négatif, mais aussi l'étape de comptage, que je rappelle, qui est un facteur pronostic très important pour adapter le traitement adéquat aux patients. Et donc tout cela, on souhaite vraiment le modéliser et l'évaluer en routine clinique de manière à jauger les performances de notre système en termes de fiabilité. Est-ce qu'on est assez efficace? Est-ce qu'on arrive à bien classer, à établir un bon diagnostic, mais aussi en termes de coût dans un temps relativement réduit. Donc, ce qui nous amène à identifier pas mal de verrous au sein de nos images. Donc j'ai parlé de pré-traitement. On a pas mal de pré-traitement à faire en termes d'égalisation, de normalisation de bruit, surtout si on a des images qui arrivent d'autres laboratoires. Donc, il va falloir réfléchir à différentes techniques ou qui peuvent arriver en amont en termes de correction, normalisation d'images. Donc là, la première étape, ce serait d'extraire une première région d'intérêt avec une technique de seuillage, une boîte englobante. On pourrait récupérer le champ circulaire qui nous intéresse ici.
de manière à délimiter le périmètre de lecture, mais aussi exploiter le périmètre et le contour surtout du champ de manière à éliminer les émassions en périphérie qui ne nous intéressent pas forcément pour l'analyse ultérieure. Donc faire attention aussi aux techniques de lissage qui peuvent enlever plus ou moins pas mal d'informations, surtout si le plasmodium est très peu représenté au sein d'une hématie à droite. Donc faire attention aux techniques de lissage aussi. Et donc tout ça pour arriver à une étape de segmentation ensuite en second temps, qui va ici nous permettre d'individualiser les hématies, les globules rouges parasités, non parasités, tout ce qui est objet d'intérêt. En l'occurrence, ça peut être des globules blancs ou encore des plaquettes, avec un apprentissage supervisé qui permettrait déjà de discriminer et avoir une première représentation de manière à séparer le fond avec un algorithme simple non supervisé de Kamins. On pourrait déjà avoir une première représentation discriminante des globules rouges, du fond, des globules blancs. Ensuite, Watershed, qui est une technique très connue en imagerie, qui permet, si vous voyez bien, de gérer un peu tout ce qui est chevauchement et overlapping des globules rouges, ce qui va nettement influencer notre calcul au niveau de la charge parasitaire. Donc, diapo suivante. Donc, au sein d'un champ, on peut avoir pas mal de verrous. Finalement, on peut avoir des contrastes hétérogènes. Donc, c'est un champ de x500. Donc, avec un objectif x10, un oculaire de x50. Donc là, on a globalement environ 1500-1300 hématies. Donc, on peut avoir des tailles différentes des objets. Les globules blancs sont un peu plus gros et un peu plus hétérogènes en termes morphologiquement. Pardon. On peut avoir des hématies en périphérie qui ne nous intéressent pas forcément pour l'analyse. Donc, il faudra réfléchir à des méthodes, à des techniques qui pourraient s'abstraire notamment de ces hématies. Et donc là, je viens de vous parler aussi de l'overlapping et des chevauchements des hématies. On peut avoir des bords flous où on a tendance à avoir un focus au niveau de l'acquisition des images, un focus principalement central. Donc il faudra aussi gérer cette contrainte au niveau de notre système. Diapo suivante. Donc, une fois notre pipeline d'imagerie fait, donc on passe à l'étape d'apprentissage supervisé qui consiste à classer nos objets d'intérêt segmentés. Donc là, très brièvement, je vous ai mis un récapitulatif des études qui ont été menées, qui semblent les plus intéressantes en termes de machine learning, deep learning pour la classification des globules rouges parasités ou non parasités, ou très dépendant en fait des espèces qui ont été choisies pour l'étude, des composants sanguins et des données à disposition, bien sûr. Donc, on a pas mal de méthodes qui sont à base de machine learning avec des classifications en machine à vecteur support à vecteur machine. Donc là, on a une extraction manuelle des caractéristiques en 6 classes. Donc, deux espèces ont été étudiées, le Plasmodium falciparum et le Plasmodium vivax, avec une extraction des caractéristiques manuelles, notamment des descripteurs de texture. On a aussi une étude un peu plus récente en 2018 où là, ils ont conçu leur propre outil séquenceur. Donc, on passe par une analyse de champ microscopique en vidéo où on a plusieurs focus, où on a un bombardement de plusieurs acquisitions en même temps, de manière à extraire le plus de représentations de la même image. On a donc principalement beaucoup plus de deep learning depuis 2012, notamment qui est beaucoup plus efficace. Donc, on a pas mal d'études qui comparent des modèles préentraînés comme GoogleNet, vous en avez parlé tout à l'heure dans les questions. On a aussi ici AlexNet et le Net. Donc, on a pas mal d'études qui ont démontré leur efficacité. Donc là, on est plus dans des preuves de concept. Donc, il n'y a pas de réelle étude qui a été développée et évaluée au sein d'un laboratoire de parasitologie, par exemple. On est plus sur des preuves de concept avec des scores de précision. Donc, l'étude suivante, là, on est plus sur des stratégies de transfer learning avec des modèles de comparaison AlexNet en plus, où là, on a des scores de précision qui sont assez performants finalement, même avec un modèle un peu plus réduit, un modèle à 6 couches de convolution qui permet aussi
de classer aussi bien qu'un modèle préentraîné. Donc la dernière étude est la plus poussée parce qu'elle a été évaluée au niveau du stade de patient. Donc ils ont évalué leur système d'apprentissage sur 250 lames, 150 lames infectées et 50 lames non infectées, ce qui a baissé le score de précision, ce qui est assez normal vu qu'on a de nouvelles colorations qui ne sont pas forcément euh, qui ne figurent pas forcément lors de l'apprentissage, qui permet aussi de jauger ainsi la capacité du système à vraiment être efficace sur des données nouvelles, mais aussi de se rapprocher des conditions réelles, en routine clinique, bien sûr. Donc, la notion de diversité ici, on peut avoir un nombre de classes assez différentes d'une étude à une autre, différentes espèces qui ne sont pas forcément disponibles ou accessibles aux différents labos. Donc, la question des composants sanguins également. Donc, pour ma part, donc, au sein de notre projet, on souhaite évaluer justement notre système en routine clinique, notamment en termes de comptage, en termes de coût, mais aussi en termes de fiabilité. Donc, l'idéal, ce serait de comparer les résultats obtenus par un biologiste et notre système. Donc, tout en analysant un certain nombre de champs. Donc, on souhaite évaluer, par exemple, 10 champs qui pourraient comporter environ plus de 10 000 hématies, ce qui nous rendrait assez sensibles en termes de diagnostic, mais aussi en termes de fiabilité. Donc, un examen microscopique se fait en environ 30 minutes en routine, avec une sensibilité un peu plus réduite. Et donc, nous, on se fixe l'objectif de l'avoir en moins de 20 minutes avec une analyse de 10 champs. L'idéal, ce serait de paralléliser les champs, vu qu'on a une certaine indépendance d'un champ à un autre. Et donc, on pourrait exploiter notamment ce critère de parallélisation des calculs. Et voilà, diapo suivante. Là, je vous ai remis un peu un récapitulatif des différentes classes finalement qui peuvent enrichir notre base et diversifier notre classification. Donc, en termes de parasites, on souhaite principalement euh, travailler sur le Plasmodium falciparum qui regroupe plus de 94%, et c'est le plus mortel, 94% des cas. Donc, c'est le plus représenté. En termes de non-parasités, on aurait des globules rouges sains avec certaines anomalies, des formes étoilées, des globules blancs que je vous ai montré tout à l'heure, des artefacts ici qui peuvent interférer au niveau de l'hématie, mais aussi des plaquettes. Donc toutes ces espèces, et principalement le falciparum, mais aussi d'autres composants sanguins, sont à prendre en compte pour notre analyse. Et donc là, c'est une étude qui vient de tomber, qui est très prometteuse, donc qui est sortie il y a quelques jours et qui est en cours de dépôt de brevet. Donc c'est une boîte coréenne qui a mis en place un système autonome, donc qui passe par le frottis sanguin, qui conçoit la lame et qui fait une analyse en moins de 20 minutes. Donc c'est une étude qui a été menée avec une équipe suisse et évaluée au sein du Malawi avec tout ce qui est évaluation sur un certain nombre de patients, environ 1 millier de patients, et aussi au Cambodge. Donc c'est une étude qui est très intéressante. Donc il suffit juste de mettre dans une puce le sang, le tube du patient, et le système est entièrement autonome, passe par l'acquisition. Et c'est ce qui permet aussi de réduire un peu la variabilité d'un laboratoire à un autre, c'est-à-dire qu'on a une standardisation totale de l'acquisition, du frottis, mais aussi de l'analyse, qui permet aussi de délimiter le périmètre de variabilité d'un champ à un autre. Donc, diapo suivante. Donc, en termes de retombées attendues pour notre projet, ce serait d'avoir un système d'identification de Plasmodium avec calcul de charge parasitaire. Ça, ce serait dans l'idéal, dans un premier temps, ce qui est assez accessible. Ensuite, on souhaite vraiment évaluer notre système en routine afin de comparer et de jauger les capacités du système en termes d'analyse d'images et de reconnaissance de Plasmodium. Aujourd'hui, à la Pitié-Salpêtrière, nous sommes Centre national de référence en accès palu grave. Donc, la construction d'une base collaborative avec d'autres CNR permettrait aussi d'enrichir notre base d'apprentissage, d'acquérir des lames, mais aussi d'envoyer des lames pour tester notre système. Et ce qui permettrait aussi d'enrichir cette collaboration entre les différents CNR. Je vous remercie.
de votre attention, de votre écoute. Oui, merci beaucoup Anis. Hein, c'était vraiment super intéressant. Une première question, donc ce qu'on disait, vous pouvez poser à la fois des questions sur l'intervention d'Anis et puis dans la mesure où on pourra y répondre sur les projets qui font appel à la computer vision au sein de la PHP. Hein. Donc il y a une première question qui est Anis, en quel langage informatique avez-vous écrit votre code? Alors, ce sera principalement fait en Python. Ce serait mis en place sur une application de type Flask avec un modèle machine learning intégré. Et ah oui, j'ai oublié de le dire au début, mais je débute ma thèse, donc ce n'est pas encore développé, ce n'est pas encore mis en place. Et donc, je débute ma thèse là très prochainement et, sur ce sujet qui me stimule. Mais ce serait principalement fait en Python avec des modèles de machine learning intégrés sur une application web. Et là, tout à l'heure, on avait parlé d'un portail intranet. Donc, au sein du laboratoire de parasitologie, il y a déjà une application qui a été mise en place pour l'identification d'espèces fongiques. Donc, on est complètement dans un autre contexte biologique qui consiste à identifier des champignons par spectrométrie de masse. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir un portail d'application. On aurait accès aux deux systèmes d'analyse. Et ce serait plus un outil d'aide à la décision qu'on souhaite mener. Donc, dans un premier temps, avec un calcul de charge parasitaire et une analyse des frottis qui nous renseignerait sur l'infection des patients. Une autre question, est-ce qu'il y a un partenaire industriel qui est associé à ce projet? Alors, il n'y a pas de partenaire industriel à ce que je sache pour l'instant. Il y a d'autres projets qui sont mis en œuvre en parallèle aussi. Mais, mais là, non, je serai intégré au sein de la PHP. Et, et non, il n'y a pas de partenaire externe, forcément, vu qu'on a accès à nos données et cette expertise biologique notamment qui est déjà mise en place. Après, c'est une question, remarque, suggestion en même temps qui est la problématique de détection n'est pas simplement de détecter la présence ou non du parasite, mais aussi de mesurer un taux de présence par volume. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il serait pas intéressant, voire même plus intéressant de formaliser le problème en mode régression au lieu de le faire en mode classification? En mode régression, bah, en fait, là, ce qu'on souhaite vraiment mettre en œuvre, c'est la tâche que fait le biologiste. Donc, il reçoit un frottis sanguin et il doit établir la parasitémie. En fait, la parasitémie est un facteur très important et en termes de régression, je ne sais pas comment on pourrait calculer sans analyser un frottis sanguin physiquement avec une image. Je ne sais pas comment on pourrait, peut-être en termes de volume, je ne sais pas trop pour l'instant, mais il faudrait que ce soit assez sensible. Je pense qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet, mais je doute que ce soit... En fait, l'examen microscopique est la pierre angulaire du diagnostic de paludisme. Il y a d'autres techniques aussi, comme la cytométrie de flux, qui je pense, s'inspire notamment du traitement des volumes des globules rouges avec une analyse et je pense que ça peut se rapprocher. En fait, il y a pas mal de choses qui ont été faites, différents outils développés, différentes machines même. Et là, pour ma part, ce serait plus de la classification, de la reconnaissance d'images. Mais j'essaierai de m'intéresser un peu plus sur ça. Merci. Merci, vous pourrez peut-être entrer en relation. D'ailleurs, ça peut être un échange intéressant. Une autre question, c'est en fait, on sait bien que le problème de biais et de variabilité qui sont liés aux conditions d'expérimentation sont extrêmement critiques et importants à adresser, notamment pour pouvoir automatiser le process de diagnostic. Est-ce que vous avez pu utiliser l'ensemble des données de la PHP et notamment de divers hôpitaux, divers labos ou comment est-ce que vous avez pu
accéder aux données que vous avez utilisées? Est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez pu euh, attendez, j'essaye de j'essaye de synthétiser la question. J'ai compris la Ouais, question. vas-y. Bon, en fait, comme je le rappelle, j'ai pas encore commencé ma thèse. C'est vraiment exploratoire là pour l'instant. Mais je peux répondre à cette question en fait, on n'a pas encore exploité l'ensemble des données de la PHP. Il faut savoir qu'au sein de notre laboratoire, on a toute une collection de lames qui est archivée. Donc, on ne détruit jamais les lames. Donc, on souhaiterait déjà modéliser notre système en interne et ensuite le tester, l'évaluer avec d'autres laboratoires. Il y aura certainement cette histoire de variation, ça c'est incontournable. Mais on souhaite justement développer, il y a toute une étude qui a été développée sur les protocoles d'acquisition des images microscopiques avec telle ou telle coloration, telle source lumineuse. Est-ce qu'il faut vraiment une coloration? Donc ça a été l'objectif, ça a été l'objet d'une thèse avec les différents internes avec lesquels je communique là en ce moment. On est en interaction sur ce sujet. On souhaiterait vraiment développer en amont la partie biologique d'acquisition des lames, tout ce qui est normalisation, réduction de la variation, et aussi l'analyse qui viendrait juste après. Je crois que Xavier Tanier proposait aussi de prendre la parole sur la question précédente. Donc, je te donne la parole, Xavier. Ah, tu dois être sur mute parce qu'on t'entend pas. Oui, pardon. Vous m'entendez? Là, c'est bon, là. Oui. Ouais, donc, désolé, j'avais réagi un petit peu tard. Je pense, si j'ai bien compris la question, l'idée c'était, étant donné qu'on veut, qu'on veut mesurer un taux de présence, effectivement, l'idée ça aurait été de prendre l'image et de directement classifier, faire de la régression pour avoir obtenir un taux directement, plutôt que de faire d'abord de la segmentation, de regarder les cellules l'une après l'autre et puis de décider si c'était infecté ou pas. C'est une possibilité, mais il y a un point qui est important, c'est qu'il y a quand même au final très peu d'hématies qui sont parasités, même chez les sujets malades. Et au final, c'est vrai qu'on a préféré, étant donné cette rareté, enfin, l'optique, ce serait quand même plutôt, je pense, de segmenter d'une part et ensuite de regarder avec de la classification binaire ou quelques classes en tout cas, si c'est infecté ou pas infecté. Je ne sais pas si ça serait vraiment efficace de prendre toute l'image et de faire une régression là-dessus. J'ai l'impression qu'on a épuisé le stock de questions. Donc, du coup, je vais donner la parole à Perceval pour la partie traitement automatique des langues et données de santé. Donc, Perceval Washburst, qui est doctorant aussi à Sorbonne Université et qui travaille sur ce sujet-là.